sexuelle. Bien, René Scherrer, vous êtes professeur à l'Université de Paris 8, Oui. vous êtes spécialiste notamment de Charles Fourier, auquel vous avez écrit au moins Oui, j'ai 4 ouvrages. écrit des livres Et vous publiez aux éditions Lafon un pamphlet, il faut vraiment l'appeler pamphlet parce que c'est un Oui. pamphlet, qui s'intitule Émile perverti et qui porte en sous-titre Des rapports entre l'éducation et la sexualité. Bon, au fond, je résumerai votre livre en disant que c'est un pamphlet à propos de l'éducation et de l'information sexuelle. Vous êtes d'accord, je crois, sur cette définition? Oui, vous pouvez commencer comme cela. Maintenant, je pense que le débat autour de l'éducation sexuelle est un faux débat, un peu comme le divorce en Italie, et c'est incroyable qu'on en soit encore là. Mais de toute façon, ça camoufle la réalité, parce que ça donne effectivement l'apparence à ceux qui sont pour l'introduction de l'éducation sexuelle d'être très en avant, d'être en progrès par rapport à ceux qui sont contre et qui sont effectivement tout à fait réactionnaires. Mais enfin, ça, c'est pas du tout la question, parce qu'en fait, si on regardait de près, et dans les cas d'ailleurs où elle est donnée, cette éducation, plutôt information sexuelle, en fait, et tout le monde le dit, et on peut voir les livres qui y sont consacrés, ça consiste au fond tout simplement à répéter, mais sous le couvert et sous couleur de scientificité, ce que tout simplement la famille, depuis au moins un siècle, dit, et de ce que la morale officielle dit, c'est-à-dire l'enfant n'a pas droit à la sexualité, c'est-à-dire au plaisir, il faut qu'il attende l'âge de la procréation, qu'il attende d'avoir fondé une famille, d'être responsable, ce qui est toujours le grand mot, dans la bouche de tous les hommes, politiques ou non, etc., etc. Par conséquent, c'est un faux débat. Le véritable problème, c'est effectivement celui qui est posé par la situation qui est faite à l'enfant dans la société occidentale. Et là, c'est un problème que, effectivement, j'aurais pu étudier d'une façon strictement historique, parce que nous avons des éléments à l'heure actuelle pour le faire, après les travaux de Ariès en particulier. C'est-à-dire que cette physionomie de l'enfant, en fait, est historiquement tout à fait contingente, relative. Je dirais presque, et je l'espère, c'est une parenthèse dans l'histoire de notre civilisation et non pas un progrès qui ne fera que s'améliorer, parce qu'en fait, on a fait à l'enfant une condition absolument monstrueuse, une condition... Vous dites que l'enfant est piégé. Il est piégé, il est clos entre deux univers, effectivement, l'un qui est celui de la famille, l'autre qui est celui de l'école, et je dirais plus même que l'école, c'est-à-dire la pédagogie, tel que Rousseau en a été le théoricien au XVIIIe siècle. Oui, et alors... la famille a absorbé cette pédagogie-là, et elle s'en est fait, en quelque sorte, une idéologie propre. Alors, Émile perverti, justement, vous parlez de Rousseau. Émile perverti, en fait, c'est un titre qui a des implications effectivement multiples. Émile, parce que ça renvoie à Rousseau, bien évidemment, et essentiellement à cette fondation d'une pédagogie qui isole l'enfant, qui fait de l'enfant un être à part, et perverti parce qu'une des obsessions de Rousseau, qui deviendra en fait l'obsession de la famille, l'obsession de l'école, c'est que l'enfant ne se pervertisse pas. Alors, comment se pervertir? Pervertir, ça veut dire, premièrement, ce qui a rapport, effectivement, à la sexualité. Il ne faut pas qu'il connaisse la sexualité. Alors, effectivement, peut-être il la connaît, mais on le nie. Et d'autre part, ça a rapport aux relations de l'enfant avec d'autres adultes que les pédagogues et que les membres de la famille. Alors, quand on regarde bien autour de soi et dans la société actuelle, eh bien, je dis qu'effectivement, c'est vrai, l'enfant, quelque illusion qu'on en ait, n'est jamais dehors. Bon, il l'était peut-être à une certaine époque. À l'heure actuelle, il est de moins en moins, sous prétexte de santé, de sécurité, etc. Il va à l'école, puis il rentre chez lui. Il sort de chez lui. Bon, il y a des petites manifs, des petites choses comme ça dans la rue, mais il est constamment contrôlé. Il n'y a aucune relation possible. Et je mets au défi quiconque n'a pas une famille d'avoir quelque relation que ce soit avec un enfant, ou quiconque n'est pas professeur. Bien, alors je disais pamphlet, alors vous en prenez à Rousseau. Oui. Au passage, vous en prenez d'ailleurs, c'est assez drôle, à Tintin. À Tintin, c'est-à-dire à Tintin, à travers Hergé, parce que Hergé avait dit à un moment, vous autres qui parlez de sexualité, tout ça vous l'inventez, vous allez le mettre dans la tête des enfants, ils ne pensent pas à la sexualité, regardez d'ailleurs Tintin, justement, il n'a pas... C'est vrai, d'ailleurs, Tintin. Mais c'est quelque chose à double sens, d'ailleurs, parce que Tintin... C'est comme Tarzan, dont parlait Michel oui, Lancelot, c'est ça, parce que Tintin, c'est une sorte d'évasion, effectivement, pour l'enfant, Tintin, c'est absolument incontestable. Parce que ça lui... Et contrairement à ce que je disais tout à l'heure, effectivement, Tintin paraît hors de la famille, il voit des adultes, seulement ces adultes, qu'est-ce que c'est en fait? Au fond, c'est des commissaires de police, c'est des gens qui de toute façon sont là au fond pour fliquer, pour piéger l'enfance aussi. Seulement là où Tintin est une mystification
en fait dangereuse, effectivement. C'est qu'il séduit l'enfant, mais il lui cache précisément ce qui est la préoccupation essentielle de l'enfant. Je dirais, comme vous disiez là à propos de droit égalien, que l'enfant, en fait, ne pense qu'à ça. Or ça, on le lui cache aussi. Et Tintin, c'est un petit peu un miroir d'illusion, en fait. Et en définitive, Tintin, qu'est-ce qu'il fait? Bon, c'est un petit roublard, débrouillard, une sorte de gosse comme ça, un petit peu plus malin que les adultes, mais en définitive, il rend service aux autorités établies. Et puis au passage, je vous ai donné un grand coup à Zola. Ah, oui, vous faites allusion à quelque chose où je cite Zola. Non, je ne dis pas ça. Parce que je dis qu'en définitive, le point où en viennent les Freudiens, je dis les Freudiens, il y a Madame Marc-Robert, c'est pas elle que je veux dire, mais les Freudiens, c'est-à-dire les pédagogues freudiens ou les Freudiens qui par ailleurs font des bonnes choses parfois, comme François Dolto, mais quand ils parlent de pédagogie, sont complètement alors tout à fait hors du coup. Et qui méconnaissent aussi tout à fait les principes élémentaires de la sexualité de l'enfant. Parce que dans Zola, je dis, Zola même, qui pourtant est très pudibond, qui, dans fécondité, même ça, on s'en prend à l'avortement, etc., et même à ce qu'il appelle les fraudes dans le mariage, c'est-à-dire simplement de ne pas baiser selon la règle ou l'attitude du missionnaire, comme on dit. Eh bien, Zola, même là, va moins loin, parce qu'il nous présente des scènes où, effectivement, les parents ne se préoccupent pas toujours de surveiller les enfants, d'avoir soin de ne pas coucher dans la même chambre, d'avoir soin de ne pas les embrasser, de ne pas les prendre dans leur lit. C'est ce que je cite comme passage. Oui, bien sûr. Tandis que si on suit les pédagogues modernes, les pédagogues hygiéniques, les enfants devraient être comme à Fleury-Mérogis. Oui, exactement, c'est-à-dire mis dans une pièce et ils ne peuvent rien faire d'autre, ils peuvent avoir personne. Alors vous vous en prenez, alors le plus durement, c'est la fin de votre ouvrage, à ce que vous appelez, là je vous cite, la secte des instituteurs et des pédagogues. Oui, mais ça c'est un petit peu un pamphlet. Je vous signale qu'il y a beaucoup d'instituteurs, beaucoup de pédagogues qui sont devant leur... Je m'en prends pas, il faut bien comprendre. C'est un pamphlet, j'ai dit, à la manière de Fourier. La manière de Fourier, parce que Fourier a traité de secte tous ceux qui ont mené la civilisation, la société à son malheur. Il y a la secte des économistes qui n'ont rien compris, il y a la secte des philosophes qui ont fait de grandes phrases et puis qui n'ont rien su améliorer du tout. Alors je dis la secte des instituteurs, effectivement aussi, c'est-à-dire les instituteurs en tant que corps, les syndicats d'instituteurs et également d'ailleurs aussi l'éducation nationale, etc. Il y a des instituteurs, au contraire, qui, les pauvres malheureux, en voulant faire quelque chose d'autre, sont chassés, sont exclus, etc. Et on en a des cas tous les jours. Je veux dire par là que ces instituteurs ont adopté une attitude à l'égard de l'enfant qui a renforcé auprès des familles cette idée de surveillance permanente, d'élimination de la sexualité, de contrôle. Parce que, et l'histoire le montre, je me réfère encore là au livre d'Ariès, quand on dit effectivement l'éducation sexuelle à l'heure actuelle veut perpétuer l'éducation familiale et en quelque sorte reverser sur l'enfant cette misère sexuelle dont Droit et Galien ont montré qu'elle était l'apanage général de tous les Français, on rend la famille responsable peut-être d'une façon un petit peu unilatérale, comme le fait par exemple Tony Duvert dans son livre où il s'en prend essentiellement à la famille. Je crois que la famille en elle-même, au fond, n'aurait pas tellement d'idées là-dessus. Mais tout à coup, l'instituteur se fait le relais du père, là où il est un petit peu ignorant, et la famille, depuis d'ailleurs le XVIIIe siècle, a adopté les idées des pédagogues. C'est pas tellement, à mon avis, la famille en tant que telle, parce qu'il y a des périodes où la famille était beaucoup plus libre, les enfants partaient, allaient avec d'autres personnes, les parents s'en foutaient en quelque sorte. Tandis que maintenant, le pédagogue, le psychologue scolaire, tous ces gens-là qui sont pour fliquer l'enfant, disent « Attention, regardez ce que vous faites, etc. » Et il y a des livres où on dit, je reviens à cette histoire de Zola, où on dit « Attention, couchez l'enfant dès le premier âge ». Dans une chambre isolée, ne le laissez pas partager le lit de ses frères et sœurs, ne le laissez pas monter dans le lit de la maman, etc. Alors, effectivement, à ce moment-là, on peut dire les pédagogues ou la secte des instituteurs entendus en ce sens-là, c'est la pire engeance qui puisse exister. Avez-vous conscience que vos propos doivent choquer pas mal de gens? Comment? Avez-vous conscience que vos propos doivent choquer pas mal de gens? Je me suis laissé un petit peu échauffer là-dessus. Oui.
Oui. Mais je crois choquer, c'est-à-dire remuer en disant des vérités. Je crois que nous n'avons pas beaucoup de temps là, mais il y a un certain nombre de points où on se rend compte qu'il faut quand même dire des vérités. Bon, et je crois que là, ce dernier point-là que j'ai accroché, où si les parents pourraient se rendre compte que s'ils ont une conscience précise de ce qu'est l'enfant, qu'effectivement, ils exercent à son égard, à travers aussi les idées que l'école... la psychologie officielle leur a donné, un contrôle et une répression sur les enfants qui devient absolument intolérable. De sorte qu'on parle de la libération de la jeunesse à l'heure actuelle, mais en fait, il faudrait d'abord insister sur le fait que ce besoin, cette demande de libération vient de ce que tout à coup, la contrainte, la fermeture, l'appauvrissement du champ social de l'enfant est devenu tel que ça doit effectivement exploser.